Une puissante forteresse de roches et de glace veille sur l'Europe. Les Alpes. Un monde brut et sauvage, où la survie de l'homme est toujours un défi. Dès l'âge de la pierre, pourtant, d'intrépides pionniers se sont aventurés dans ces contrées hostiles. Ça fabrique l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. Et ça, c'est vital. Plus tard, ce sont les richesses du sol qui ont attiré de nouveaux colons, toujours plus nombreux, vers les Alpes. Le cuivre extrait de la roche est devenu un métal très convoité. Des héros de légende ont vu le jour. Pendant la Première Guerre mondiale, des combats sans pitié ont eu lieu sur le toit de l'Europe. Très tôt, les premiers alpinistes sont partis à la conquête des sommets. Et ils ont payé un lourd tribut. Depuis la première ascension, il y a eu plus de 500 morts, presque 2 fois plus que sur l'Everest. Et pourtant, la fascination qu'exercent ces montagnes est intacte. Comment l'homme a-t-il défriché ces paysages? Comment en a-t-il extrait les trésors? Comment s'est-il établi dans ce cadre hostile? C'est l'histoire d'une conquête entamée il y a plusieurs millénaires et qui se poursuit encore. L'histoire du peuplement humain des Alpes nous ramène au plus célèbre des habitants de l'ère préhistorique. Nous sommes dans le Trentin Haut Adige, dans le nord de l'Italie, il y a plus de 5300 ans. Un homme arpente la montagne. Il a l'habitude de franchir ces massifs pour y chasser ou y commercer. Il a passé toute sa vie dans les Alpes et connaît les techniques de survie dans cette nature primitive. Et pourtant, ce jour-là, il semble aux abois. L'homme est suivi, et il le sent. Quelqu'un est à ses trousses. Le même massif aujourd'hui. Dans ce creux rocheux culminant à plus de 3200 mètres, c'est l'anthropologue Albert Zink qui est aujourd'hui en chasse. Des travaux de reconstitution ont montré que le marcheur de la préhistoire a emprunté exactement le même chemin. On pense qu'il est arrivé par ici. On a une très belle vue sur la vallée d'où il est parti. Il existait probablement une piste qui permettait de franchir les Alpes. Mais lui n'a pas pris ce chemin balisé. À un moment, il a bifurqué à droite, comme pour se retirer dans une zone protégée. Une zone où il se sentait sans doute plus en sécurité. Le vent est glacial. Notre homme trouve à s'abriter derrière un rocher au niveau d'un col. L'endroit lui semble parfait pour faire une petite pause. Il reprend des forces avec de la viande de bouquetin séchée et du pain. Mais son poursuivant réussit à s'approcher furtivement et saisit sa chance. En quelques minutes à peine, notre marcheur succombe à sa blessure. Septembre 1991, Alpes du Trentin. 2 randonneurs tombent nez à nez avec un cadavre. La fonte des glaces vient d'exposer son corps à l'air libre plus de 5000 ans après sa mort. La découverte est un événement sensationnel. C'est la seule momie glaciaire de cette époque à nous être parvenue. Elle a été trouvée dans la vallée de l'Ötztal, d'où son surnom, Ötzi. Ötzi est aujourd'hui conservée au musée archéologique de Bolzano, dans une chambre froide à moins 6 degrés. Son corps est vaporisé d'eau tous les 2 mois afin d'éviter le dessèchement. Aucune momie au monde, à l'exception de celle de Toutankhamon, n'a autant été étudiée. On sait aujourd'hui que Ötzi a vécu environ 45 ans, qu'il avait les yeux marrons, mesurait 1,60 m et pesait 50 kg. Le corps porte aussi 61 tatouages, regroupés pour la plupart sous forme de petits traits parallèles.
Il pourrait s'agir d'une sorte primitive de traitement par acupuncture, destiné à soigner les douleurs dorsales et articulaires résultant de ces longues marches en montagne. Ötzi était parfaitement équipé pour la vie en altitude. Avec son arc en bois d'if, il pouvait tuer facilement des bouquetins. Une toque en fourrure d'ours protégeait sa tête du froid. Ses vêtements étaient faits de peau de chèvre et de mouton cousus. Ötzi portait même de véritables chaussures de marche, dotées d'une semelle en cuir très résistante et rembourrée de foin. Mais son bien le plus précieux était une hache à lame de cuivre. En Europe centrale, l'homme venait tout juste d'apprendre à transformer le minerai en métal, marquant la fin de l'âge de la pierre. Nous sommes ici à l'endroit où a été retrouvée la hache. Il semblerait que Ötzi l'ait déposée lui-même, avec d'autres pièces de son équipement. On possède très peu d'objets datant de l'âge de cuivre il y a plus de 5000 ans. Cette hache est le signe que Ötzi occupait sans doute un rang très élevé dans sa communauté. On voit qu'il s'agit d'un travail de grande précision. La lame est très effilée. C'est à la fois une arme, mais aussi un outil qui pouvait parfaitement servir à abattre un petit arbre, par exemple. Les analyses ont montré que le cuivre était probablement originaire de Toscane. Ötzi s'était peut-être rendu en Italie afin d'y échanger des produits des Alpes contre du cuivre. Mais pourquoi son meurtrier aurait-il laissé sur place cette précieuse hache? Voici le rocher sur lequel a été retrouvé Ötzi. Il était couché à plat ventre contre la roche, la tête en bas, reposant sur son bras gauche en travers du corps. On sait qu'il a été touché d'une flèche dans le dos. L'archer devait donc se trouver quelque part par là, caché derrière un rocher peut-être, à moins qu'il n'ait réussi à s'approcher sans se faire remarquer. Ötzi a-t-il eu le temps de voir son agresseur? Ou a-t-il été attaqué par derrière? Sa main droite portait une blessure faite par un objet tranchant et remontant à quelques jours seulement avant sa mort. Peut-être avait-il déjà croisé la route de son futur assassin. L'impact l'a fait tomber vers l'avant. Et il se peut que sa tête soit venue taper contre le rocher, car on a constaté un traumatisme crânien. La flèche a été retirée du corps, sans doute par le meurtrier lui-même, mais la pointe, elle, est restée prisonnière des chairs. L'examen de la momie au rayon X montre que la pointe en silex a sectionné une artère. Ötzi a vraisemblablement succombé à une hémorragie interne. On sait donc qu'il est mort à cet endroit et que son corps, momifié naturellement, n'a pas bougé pendant plus de 5300 ans. Il est probable que les conditions météorologiques se sont dégradées peu après le décès. Ötzi a été enseveli sous un manteau blanc et s'est enfoncé dans une sépulture de glace. Ainsi a disparu le principal témoin d'une époque où l'homme commençait tout juste à conquérir les Alpes. Le massif alpin s'étend aujourd'hui sur 8 pays, de la Slovénie à l'est jusqu'à la principauté de Monaco au sud-ouest. Il est peuplé de quelques 14 millions d'habitants, donc moins densément que la plupart des autres régions d'Europe. Ses principaux sommets se trouvent dans la partie ouest. Sur le massif du Mont Blanc s'étendent des paysages dignes du continent arctique. À plus de 4000 mètres d'altitude, les forces archaïques à l'origine de la formation des Alpes sont toujours à l'œuvre de nos jours. Peu d'endroits témoignent aussi bien de l'importance des glaciers pour les Alpes. Le glacier d'Argentière forme un long ruban clair s'avançant sur 9 km dans la vallée de l'Arve. C'est l'un des derniers grands glaciers des Alpes et un réservoir d'eau essentiel pour la région. Pour les scientifiques, c'est aussi un lieu unique au monde. Il permet d'étudier la façon dont les glaciers modèlent le relief et réagissent aux moindres influences extérieures. Luc Moreau et Bruno Boulico s'engagent dans le réseau de galeries souterraines d'une entreprise locale de production d'énergie. Depuis les années 1970, l'eau de fonte du glacier alimente des turbines hydroélectriques.
Plusieurs centaines de marches plus haut dans la montagne, les deux scientifiques parviennent à une cavité naturelle située juste en dessous du glacier. Elle a été découverte par hasard au moment du creusement des galeries. Ils sont ici aux premières loges pour observer les forces à l'œuvre au cœur du glacier. Celui-ci emporte avec lui des fragments de roches et une quantité de gravats. Même le plus solide des sols ne saurait y résister. En ce moment, le glacier se déplace de 20 cm, 25 cm par jour vers l'aval sous l'effet de son poids. C'est vraiment unique au monde parce qu'on peut venir ici toute l'année. En glaciologie, c'est le seul endroit où on peut accéder à l'interface glace-roche, voir l'érosion, voir la glace basale, voir le mouvement du glacier. Les glaciologues du monde entier donc sont jaloux parce qu'on a ici un site unique au monde. C'est le côté invisible de l'iceberg où tout se passe. Ce dispositif improvisé à l'aide d'une simple roue de vélo permet à Luc Moreau de mesurer l'avancée du glacier. L'enregistrement vidéo, passé en accéléré, montre que le fleuve de glace se déplace d'une centaine de mètres par an. Il est entraîné par son propre poids et alimenté par les neiges de la haute montagne. Un gigantesque engrenage de glace en perpétuel mouvement. Au plus fort du dernier âge glaciaire, il y a environ 20 000 ans, les Alpes étaient presque entièrement recouvertes de glace. Seuls les plus hauts sommets étaient visibles. Depuis, ces glaciers se sont retirés et ne représentent plus qu'environ 1% de la superficie du massif. Les arêtes les plus acérées, les parois les plus abruptes et les vallées les plus encaissées sont les vestiges de l'action de la glace sur la roche. Quant aux forces qui ont fait surgir les montagnes, c'est dans les entrailles de la Terre qu'il faut les chercher. Voici l'Europe telle qu'elle se présentait il y a 150 millions d'années. Entre les continents s'étend un océan tropical appelé Thétis. Les ichthyosaures sillonnent les profondeurs en quête de proie. La mer est peuplée de millions d'ammonites, lointains ancêtres de la pieuvre. Sous cet océan, les plaques européennes et africaines convergent inexorablement, poussées par les formidables courants à l'œuvre dans le manteau terrestre. La collision des continents entraîne la disparition de l'océan originel. Des couches rocheuses de plusieurs kilomètres d'épaisseur se plissent, se repoussent ou se chevauchent. Mais ce n'est qu'il y a 30 millions d'années environ, quand une partie de la plaque européenne se détache et s'enfonce, qu'apparaissent les Alpes, profitant de l'absence de contrepoids. Dans le même temps, l'eau, le vent et le gel façonnent le massif de l'extérieur. L'arc alpin se dessine lentement sous sa forme actuelle, celle d'une chaîne de montagnes dont certains des sommets occupaient autrefois le fond de l'océan. Les fossiles contenus dans les plis de la roche sont les témoins de ce lointain passé géologique. Ces forces ont également donné naissance à des formations mythiques, comme l'Eiger et sa face nord. Cette paroi haute de 1800 mètres est considérée comme la plus dangereuse des Alpes, en raison des chutes de pierre et des caprices de la météo. Les Trecime di Lavaredo, emblème des Dolomites orientales dans les Alpes italiennes. Le Großglockner, véritable pyramide de roches et de glace. Son altitude de près de 3800 mètres en fait le point culminant de l'Autriche. Barrière de plusieurs milliers de mètres de haut, les Alpes font littéralement la pluie et le beau temps sur le continent européen. Certains de leurs sommets reçoivent en un an autant de précipitations que la forêt tropicale, sous forme de neige pour l'essentiel. En hiver, les températures de certaines vallées d'altitude peuvent chuter jusqu'à -50 degrés Celsius. Durant le petit âge glaciaire, période climatique froide ayant duré du XVe au XIXe siècle, de nombreux glaciers des Alpes se sont même offert le luxe de grandir encore un peu.
C'était ce petit âge glaciaire, 1600-1850, où on a vu les glaciers arriver dans les vallées et les gens ont eu peur des montagnes, des glaciers qui avançaient, qui ont détruit des maisons, qui avançaient de 2 mètres par jour. Et on a commencé à s'interroger sur la montagne, les glaciers, les montagnes maudites, comme on disait à l'époque. Mais depuis, les Alpes semblent plutôt avoir attrapé la fièvre. Au cours des 100 dernières années, la haute montagne a vu ses températures moyennes augmenter de 2 degrés. Même le majestueux glacier d'Aletsch, le plus long fleuve de glace des Alpes qui s'étend sur 23 km, recule inexorablement. Au XIXe siècle, il était plus long de 3 km et plus épais de 200 mètres. Le glacier de la Tchirva, au pied du pic de la Bernina, dans le canton suisse des Grisons, occupait encore toute une vallée dans les années 1880. Quant au Pasterze, le plus grand fleuve de glace d'Autriche, il peut perdre jusqu'à 50 mètres certaines années. Le glacier d'Argentière n'est pas épargné, lui non plus, par le réchauffement climatique. On se fait des soucis pour nous qui vivons là, parce que le plus urgent peut-être aujourd'hui, c'est de quoi on vit, de quoi on meurt. Quand on parle d'environnement, protéger l'environnement, c'est pas forcément que pour les générations futures, c'est parce que tout l'environnement, les montagnes, les glaciers, la crotte de chamois, le ver de terre, les animaux, la végétation, ça fabrique l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. Et ça, c'est vital. De fait, ce sont bien les glaciers et la neige qui font des Alpes un lieu grouillant de vie. Leurs eaux de fonte font verdir les vallées. Ils alimentent d'innombrables torrents et rivières, ainsi que de grands fleuves comme le Rhin, le Rhône ou le Pô. Les Alpes sont un endroit unique au monde, où Dame Nature se montre tour à tour sous son jour le plus hostile et le plus généreux. Pour arriver à survivre dans cet environnement, il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Les terres arables des vallées étaient trop rares et trop précieuses pour être laissées à l'élevage. Les habitants des Alpes ont donc appris très tôt à tirer parti de la haute montagne. Dans la Silvretta, massif du canton suisse des Grisons, l'archéologue Thomas Reitmeier et son équipe travaillent à reconstituer fidèlement le mode de vie des tout premiers paysans des Alpes. Pour retrouver leurs traces, ces scientifiques doivent ouvrir l'œil, mais ils font aussi appel aux techniques modernes. L'image aérienne va leur permettre de mieux visualiser ces murets de pierre. Nous sommes pratiquement certains qu'il s'agit là d'un enclos à bétail et nous pensons qu'il abritait un important troupeau de moutons. Les bêtes étaient parquées pour la nuit, d'une part pour être mises à l'abri des prédateurs, qui étaient évidemment beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, mais aussi pour être rassemblées avant la traite. C'est donc un petit village de bergers que nous avons découvert ici, qui pourrait dater du 1er ou du 2e millénaire avant notre ère. Les strates du sol sont également riches de renseignements pour les chercheurs. Une teneur anormalement élevée en phosphate résulte de l'accumulation des déjections animales. Les crottes sont nettement identifiables au microscope. Mais les éleveurs de l'époque emmenaient-ils régulièrement leurs troupeaux paître en altitude? Une chose est sûre pour les scientifiques. Ces terres ont été très tôt déboisées afin de laisser place à des alpages en été, permettant ainsi de transformer le lait. C'est du moins ce que suggèrent d'autres découvertes. Ce tesson, c'est la clé de voûte de tout notre projet. Une quête qui nous aura pris 10 ans. Nous l'avons trouvée dans un abri de montagne préhistorique. Les techniques d'analyse modernes permettent aujourd'hui de déceler la présence de matières grasses lactiques dans la poterie. Et c'est là l'élément clé, qui permet de savoir si des hommes passaient ici l'été il y a 3 ou 4 000 ans, et ce qu'ils faisaient du lait de leurs bêtes. Tout est là, dans ce minuscule tesson, au niveau moléculaire. Pour moi, en tant qu'archéologue, c'est fascinant de pouvoir se dire que sur ce terrain de fouilles gigantesques, les Alpes, on arrive à remonter jusqu'à des molécules de lait ou de fromage vieilles de 3 à 4 000 ans. Ce petit bout de poterie, c'est la fantastique récompense d'années et d'années de recherche. Le mot Alpe lui-même renvoie à un concept très ancien,
D'origine gauloise, il désignait à la fois une montagne élevée et ses pâturages. La plus célèbre ambassadrice de la vie rustique dans les alpages est la petite Heidi, orpheline élevée à la montagne par son grand-père. Kommt nicht zu spät heim. Nein, nein. Wie heißt eigentlich der Berg da? Das ist der Echograd. Da horch mal. Ho! Traduit en français dès 1882, le roman de Johanna Spyri a connu un succès mondial. La création des alpages a entraîné d'importants bouleversements pour la flore de montagne. Les prairies fleuries se sont étendues. C'est aussi grâce à des millénaires d'exploitation des alpages que les Alpes comptent aujourd'hui quelques 5000 espèces végétales distinctes, dont plusieurs variétés d'orchidées, mais aussi l'aconite napel et l'Edelweiss, originaire des steppes de Sibérie. La gentiane est une autre fleur endémique. Il en existe plus de 20 espèces différentes dans les Alpes. Ces transformations du paysage ont progressivement réduit l'habitat de nombreuses espèces animales sauvages. Le bouquetin est le roi des animaux dans les zones rocailleuses. Appartenant au genre des chèvres sauvages, il est capable de résister aux hivers les plus rigoureux. Les marmottes, quant à elles, préfèrent hiberner au fond de leur terrier. Elles n'en ressortent qu'au bout de 6 mois, affamées, et s'empressent de reprendre des forces. Elles auront tout l'été pour reconstituer leur graisse. Ce sont les proies de prédilection de l'aigle royal, plus grand rapace des Alpes. Les marmottes émettent des sifflements pour alerter leurs congénères à l'approche de ce prédateur. Le message est clair, tous aux abris. Le plus grand oiseau des Alpes, quant à lui, est parfaitement inoffensif. Le gypaète barbu, dont l'envergure peut atteindre 3 mètres, est un charognard qui se nourrit principalement de carcasses. Exterminé dans les Alpes au début du XXe siècle, il y a été réintroduit il y a une trentaine d'années, et l'on en compte aujourd'hui plusieurs dizaines de couples. Très tôt, l'homme s'est aventuré dans l'habitat de ces espèces sauvages. Les trésors du sol, comme le sel et les minerais, affleuraient à certains endroits, attirant des colons toujours plus nombreux. L'un des plus convoités était le minerai de cuivre. À l'époque de Tsi, ce métal était importé d'Italie. Le cuivre est devenu le principal moteur de l'histoire des Alpes à partir du 2e millénaire avant notre ère. L'une des principales zones d'extraction se trouvait dans le nord-est de la chaîne. De nombreux vestiges de l'âge du bronze y ont été retrouvés, comme ici au cœur de l'un des principaux sites archéologiques de l'espace alpin. Le seul chemin pour y accéder passe par la galerie principale d'une mine de cuivre du XIXe siècle. Avec l'aide de mineurs, ces spécialistes du musée allemand de la mine de Bochum travaillent à mettre au jour une autre mine, vieille d'environ 3800 ans. Ce n'est que dans les années 1850, quand l'activité minière a repris dans le Mitterberg, que l'on a découvert ces galeries préhistoriques. Leur exploration rappelle la spéléologie. Et pour cause, les mineurs de la préhistoire suivaient exactement le tracé naturel des couches géologiques contenant le minerai. C'est ainsi qu'a été créé sous terre un véritable dédale de chambres, de puits et de galeries. Les mineurs ont creusé la roche sur 180 mètres de profondeur, un record mondial pour l'époque.
L'un des principaux problèmes posés aux mineurs à 180 mètres sous terre, c'était la lumière. Sans lumière, impossible de voir ni la roche ni le minerai. Ils se repéraient donc plus au toucher qu'à la vue. Avec un éclairage moderne, on distingue nettement chaque veine de minerai, chaque strate de la roche. Il aura fallu plusieurs siècles à l'homme pour s'enfoncer aussi loin à l'intérieur de la montagne. Les chercheurs ont réussi à reconstituer les techniques utilisées à l'époque. Il faut s'imaginer que la chambre dans laquelle nous nous trouvons était remplie de minerais et qu'elle a été entièrement vidée. En pratique, le minerai devait être séparé des couches de schiste environnantes, plus friables. On utilisait ce type de pioche en bronze. Elle présente une tête asymétrique, de façon à mieux se ficher dans la roche. Pour extraire un bloc de minerai, il fallait d'abord le dégager de part et d'autre, puis l'extraire à coups de masse de façon à en retirer le maximum. Chaque année, les chercheurs trouvent de nouvelles galeries et chambres. Et ils ne sont sans doute pas au bout de leur surprise. D'après leurs estimations, les mineurs de l'époque auraient extrait suffisamment de minerais sur ce site pour produire environ 24 000 tonnes de cuivre brut. Des photos en haute définition permettent de reconstituer précisément toute la mine. Sans avoir à affronter l'étroitesse et l'obscurité du puits réel, il est possible de se déplacer dans la reconstitution virtuelle de la mine de cuivre de l'âge du bronze et de plonger ainsi dans l'univers des premiers mineurs des Alpes. Le cuivre des Alpes était très prisé à l'époque. Il était conservé comme un précieux trésor. Le savoir secret du travail du métal conférait aux forgerons un statut envié dans la société de l'époque. Ils étaient les seuls à savoir comment chauffer le cuivre à 1100 degrés, son point de fusion. Les lingots étaient formés à l'aide de moules en pierre. L'étape décisive consistait à ajouter un peu d'étain au cuivre en fusion. La transformation en alliage était vue à l'époque comme un phénomène presque magique. Quelques pourcents d'étain suffisent à produire du bronze, un matériau plus résistant que tout ce que l'homme connaissait alors. Le forgeron doit éviter la formation de bulles d'air, qui fragiliserait le produit fini. Au bout de quelques minutes, le lingot est prêt. Il servira à faire une lame de poignard. Le fil et la pointe sont affinés au marteau. Dernier affûtage, puis la lame est fixée au manche. Une arme blanche mortelle et brillante comme l'or. C'est aussi grâce au cuivre des Alpes que la fabrication d'objets en métal s'est répandue durant l'âge du bronze. Parmi eux, de nombreuses armes. Les historiens en déduisent que l'époque fut marquée par de nombreux conflits. Mais le bronze servait aussi à la fabrication d'outils et de bijoux. Le cuivre du Mitterberg se vendait jusque dans les îles britanniques et le midi de la France. On le retrouve aussi sur un objet exceptionnel exhumé récemment en Saxe-Anhalt. Le disque de Nebra, une plaque de bronze ornée de constellations en or. Les Alpes étaient riches en matières premières, mais elles impressionnaient les voyageurs. Dans ce monde hostile, la moindre erreur pouvait être fatale. C'est ainsi qu'elles ont été épargnées par les grandes invasions.
Les Romains n'en ont pris possession que dans les dernières années avant notre ère. Plusieurs campagnes ont permis à l'empereur Auguste de soumettre l'ensemble des peuples de la région. Pour Rome, les Alpes avaient surtout une valeur stratégique. Elles formaient le dernier obstacle à franchir pour conquérir les deux grandes provinces du Nord, la Gaule et la Germanie. C'est la raison pour laquelle l'Empire a transformé une vieille piste en voie carrossable, la toute première des Alpes, la Via Claudia Augusta. Deux autres routes convergeaient, sans doute dans les environs de Trente, pour former cet axe stratégique. Il fallut 60 ans aux Romains pour mener à bien cet ambitieux chantier. Mais leurs efforts se sont avérés payants. La Via Claudia Augusta permettait de ravitailler les troupes et elle a fluidifié les échanges de marchandises. Les Alpes sont restées longtemps une zone de transit pour les Romains. C'est ce que montre la table de Peutinger, célèbre copie d'une carte datant de la fin de l'Empire. On voit qu'ils ont fondé de nombreuses colonies dans les Alpes, dont plusieurs sont devenues des villes. À l'époque déjà, la voie romaine empruntait l'un des plus célèbres cols alpins, le Brenner. Situé à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, le col du Brenner est de nos jours encore un trait d'union essentiel entre le nord et le sud des Alpes. Ces 1370 mètres d'altitude en font l'un des moins élevés de tout le massif. Et pourtant, cette route de montagne pourrait bien n'être qu'un souvenir dans un avenir proche. 57 km. C'est la longueur du tunnel de base du Saint-Gothard, inauguré en 2016 à l'issue de 17 ans de travaux. C'est le plus long tunnel ferroviaire au monde. Une nouvelle ère a commencé et c'est désormais sous terre que l'on franchit les Alpes. Il y a plusieurs siècles, la construction du pont du Diable a transformé le très inhospitalier col du Saint-Gothard en une voie commerciale majeure. Ses riverains jouissaient de la protection de l'empereur germanique, mais en 1273, la couronne impériale passe aux mains des Habsbourg. Cette dynastie va imposer le système des bailliages à la population suisse. Les baillis administrent leur territoire de façon tyrannique, et bientôt un mouvement de résistance voit le jour. La légende veut qu'en 1291, les représentants des trois cantons de Schwyz, Uri et Unterwald se soient regroupés en confédération, scellée par un pacte solennel. Ces confédérés seront les pères fondateurs de la nation suisse. C'est à l'époque de ce même serment du Grütli que l'on fait remonter l'autre grand mythe fondateur de la Suisse, celui de son héros national, Guillaume Tell. Le village d'Altdorf, près du lac des Quatre Cantons, en 1307. Le bailli Gessler, tyrannique représentant des Habsbourg, fait ériger un mât surmonté d'un chapeau en signe de son pouvoir. Hé, toi! On enlève son chapeau quand on passe devant le mât, c'est compris? Il exige que tous les sujets s'inclinent chaque fois qu'ils passent devant ce symbole de son autorité. Mais Guillaume Tell, arbalétrier bien connu dans la région, refuse de saluer ce couvre-chef. Arrêtez cet homme! Je vais te montrer ce qui arrive quand on ne me respecte pas. Pour le punir, Gessler l'oblige à tirer un trait d'arbalète sur une pomme placée sur la tête de son fils, Walter. S'il refuse, ce sera la mort, pour le père comme pour le fils. Guillaume Tell n'a d'autre choix que de mettre en joue son arbalète. Tu vises bien. Maintenant, explique-moi pourquoi tu as sorti 2 flèches. Gessler, si j'avais raté la pomme sur la tête de mon fils, toi je ne t'aurais certainement pas raté. Arrêtez-le.
Pour le bailli des Habsbourg, toute tentative de rébellion doit être punie de mort. On sait depuis longtemps que Guillaume Tell n'est pas un personnage historique. Michael Blatter a consacré un ouvrage à ce mythe fondateur, évoqué pour la première fois dans le Livre blanc de Sarnen, chronique officielle datant de 1470. Qui s'appelait Tal, et dut tirer sur une pomme posée sur la tête de son fils. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle se trouve dans une chronique administrative cachée à la page 447, presque à la fin. Cet ouvrage a voyagé du fait de son importance juridique, et on peut donc supposer que l'histoire s'est rapidement propagée. Elle n'est pas restée longtemps prisonnière de ces pages. Le thème de la flèche et de la pomme est déjà présent 3 siècles plus tôt dans une légende danoise. On le retrouve plus tôt encore en Perse. C'est donc un mythe voyageur. Dans sa version suisse, Guillaume Tell est emmené en bateau jusqu'au siège du bailli. Un orage se lève et le héros en profite pour se défaire de ses chaînes, sauter d'un bond sur la rive et prendre la fuite. Il tend alors une embuscade à son ennemi Gessler sur un chemin creux. En tuant le tyran, Guillaume Tell entre définitivement dans la légende. La figure de Guillaume Tell est très intéressante, car il suffit de s'en réclamer pour être à la fois meurtrier et victime, assassin mais innocent. Il devient possible de tuer quelqu'un si cette personne est aussi mauvaise que Gessler. L'image du guérillero des Alpes a été soigneusement entretenue au fil des siècles, jusqu'à faire partie du patrimoine national suisse. Guillaume Tell est devenu une icône indéboulonnable. Il suffit aujourd'hui d'un simple élément de sa légende, comme l'arbalète, pour qu'on fasse immédiatement le rapprochement. Le fabriquer en Suisse, gage de qualité, est suggéré par cette petite arbalète. Guillaume Tell est un symbole des Alpes, au même titre que Heidi ou l'Edelweiss. Mais sa légende appartient à une époque où même les plus endurcis des montagnards n'auraient jamais pu s'imaginer partir à la conquête des sommets. Un petit matin de juin 1492, dans le massif du Vercors. Ces hommes sont partis pour une mission peu banale, au nom du roi Charles VIII. Conquérir un monde inconnu, le sommet d'une montagne aussi imposante qu'imprenable. Ce sommet est considéré dans la région comme une merveille de la nature. Il fait l'effet d'une table dressée au cœur du paysage, bordée de tous côtés par des parois rocheuses hautes de 300 mètres. Le mont Aiguille présente une forme très particulière, reconnaissable entre mille. Selon les légendes qui circulaient à l'époque, on disait notamment qu'à son sommet se trouvait le paradis. À la tête de cette expédition pour le paradis, un capitaine du roi, le seigneur Antoine de Ville. Il est accompagné d'un écheleur, d'un maître tailleur de pierre et de plusieurs soldats. Un maître en théologie est également de l'aventure. Antoine de Ville a déjà participé à plusieurs sièges et assauts dans les armées du roi. Sa troupe utilise les mêmes échelles pour accéder au plateau sommital. Les hommes du XVe siècle ignorent tout des techniques modernes de l'alpinisme. La troupe progresse péniblement. Chaque échelle doit être fixée à la roche à l'aide de crochets. Un notaire est présent sur place pour authentifier l'exploit. Les hommes sont presque arrivés, mais ils s'aperçoivent que pour venir à bout des tout derniers mètres, il leur faudra passer par une cheminée où ils peuvent être touchés par des chutes de pierre.
suis arrivé en haut. La vue qu'ils découvrent au sommet les récompense de tous leurs efforts. Aidez-le. C'est magnifique. Dieu soit loué. De Ville écrira plus tard: c'est le plus horrible et épouvantable passage que je vis jamais, ni homme de la compagnie, tout en concluant que le sommet était le plus beau lieu qui soit. Les hommes prennent possession du mont Aiguille au nom du roi Charles VIII. Ils y érigent une croix, sans doute la première jamais plantée au sommet d'une montagne. Quam oblationem tu Deus in omnibus, coe sumus, benedictam adscriptam. Les sources de l'époque rapportent que la troupe séjourna près d'une semaine au sommet, avant d'entreprendre la descente, tout aussi périlleuse que l'ascension. Il s'agit certes d'une ascension, mais qui, selon moi, n'a pas grand-chose à voir avec l'alpinisme. Au XIXe siècle, les alpinistes seront chargés de mesurer l'altitude, d'observer les montagnes à la longue vue, etc., c'est-à-dire d'effectuer des relevés scientifiques. En 1492, on est encore loin de tout cela, et l'ascension relevait plus d'une action rituelle. Ce n'est que 3 siècles après ce premier exploit que l'homme repartira à la conquête des plus imprenables sommets des Alpes. C'est alors le début de l'âge d'or de l'alpinisme. L'un des premiers sommets à taper dans l'œil de ces aventuriers est aussi le plus élevé, le Mont Blanc. Les nouveaux conquérants du siècle des Lumières cherchent à comprendre quelles sont les lois de la nature qui régissent cet univers étrange. Parmi eux, Horace Bénédict de Saussure, qui passera plusieurs dizaines d'années à chercher un itinéraire pour accéder au sommet du Mont Blanc. À l'été 1787, il parvient enfin à réaliser l'ascension, 1 an après avoir trouvé un chemin dans le labyrinthe de glaciers et de rochers. En bon scientifique, il détermine aussi l'altitude du sommet. Son résultat, 4775 mètres, est très proche de la réalité, 4810 mètres. Au cours des décennies qui suivront, les aventuriers accéderont pratiquement chaque année à un nouveau sommet des Alpes, dont certains des plus connus, comme le Grossglockner, l'Ortler, l'Eiger et le Pic Bernina. Une seule montagne, la plus emblématique sans doute, repousse les unes après les autres toutes les tentatives d'ascension. En forme de pyramide, elle culmine à 4478 mètres. Son nom, le Cervin. En 1865, 2 équipes rivalisent pour arriver la première au sommet. Le Britannique Edward Whymper se met en route depuis Zermatt, accompagné de 3 compatriotes et de 3 guides suisses. Ils empruntent la voie passant par l'arête du Hörnli. Au même moment, l'équipe rivale entreprend elle aussi de conquérir le Cervin, mais par le versant italien. Au terme d'une périlleuse ascension, c'est finalement Whymper et ses hommes qui arrivent les premiers au sommet. Oh! Alors les Italiens! Je vous ai battus! Quand les Italiens les aperçoivent au-dessus d'eux, ils rebroussent chemin, dépités. Mais la descente va s'avérer plus éprouvante encore. Les hommes sont épuisés et ont du mal à se tenir à la paroi glissante. Le plus jeune, surtout, a constamment besoin d'aide. Soudain, c'est l'accident. La corde de sécurité est bien trop fine. 4 des 7 équipiers viennent d'être précipités dans la mort.
Cela a été un moment tragique et bouleversant qui a eu un vaste écho dans toute l'Europe. On trouve quantité d'articles dans la presse et à chaque fois se pose la même question, est-il moralement admissible de faire tout cela? Depuis la première ascension, en 1865, il y a eu plus de 500 morts. C'est très surprenant. Ça fait presque 2 fois plus que sur l'Everest. L'exploit de Whymper provoque un fort regain d'intérêt pour les Alpes. Et à la fin du 19e siècle, ce ne sont plus uniquement les alpinistes, mais aussi les touristes qui affluent vers Zermatt. En 1891, la station devient accessible en train. Les progrès techniques provoquent une croissance exponentielle du tourisme alpin. C'est la mode des sports d'hiver. Symbole grandiose de cet engouement, les palaces et autres grands hôtels. Avec plusieurs centaines de chambres, ce sont à l'époque les plus grands bâtiments à usage résidentiel de toutes les Alpes. Les sommets des montagnes deviennent eux aussi accessibles. Funiculaires et trains à crémaillère contribuent à désenclaver les régions les plus reculées des Alpes. Le chemin de fer de la Jungfrau date de cette époque. Son terminus est aujourd'hui encore la gare la plus élevée d'Europe. Depuis 1912, ce train à crémaillère électrique permet aux voyageurs du monde entier de tutoyer les sommets. Mais 3 ans seulement après son inauguration, les cimes enneigées des Alpes deviennent le théâtre de combats acharnés. En mai 1915, l'Italie et l'Autriche-Hongrie entrent en guerre. Plusieurs mois durant, leurs troupes vont s'assiéger mutuellement à des endroits stratégiques en haute montagne. C'est le début d'une épuisante guerre de position. Félix Wilhelm Echt von Helleda est l'un des officiers autrichiens envoyés sur le front alpin. Le 28 février 1917, Helleda et ses hommes tiennent leur position au sommet du mont Folletto, à plus de 3300 mètres d'altitude. Ça va? Tu tiens le coup? Oui, lieutenant, ça va. La température extérieure est de moins 22 degrés. Quel froid. J'ai les mains gelées. Les chasseurs alpins italiens, que les Autrichiens appellent les tigres blancs, ne sont qu'à 120 mètres. Ils attendent le moment propice pour donner l'assaut. Helleda écrit dans son journal « J'ai des gelures au second degré et des ampoules aux pieds. Je crois pouvoir dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Près d'un tiers des hommes de notre compagnie ont pris froid et tous à cracher leurs poumons. C'est donc cela la guerre. » Ça va te réchauffer. Les soldats meurent d'épuisement ou de maladie. Le front s'étend sur plus de 600 km à travers les Alpes, du col du Stelvio jusqu'à l'Adriatique. La difficulté du terrain fait que toute avancée est pratiquement impossible. La ligne de front culmine à près de 3900 mètres au massif de l'Ortler. De nos jours encore, cette ligne est visible dans le paysage, comme ici au mont Piana, dans les Dolomites. C'est sur son plateau que passait la frontière entre l'Autriche et l'Italie en 1915. Les deux camps tenaient à conserver ce sommet à l'emplacement stratégique. Ils se sont livrés un terrible combat pour quelques mètres carrés de roches nues et de glace. Personne ne sait exactement combien d'hommes ont perdu la vie dans les Alpes durant la Première Guerre mondiale, mais les estimations évoquent 1 million de morts. Le sommet où s'est retranché Helleda allait devenir son tombeau. Le lieutenant écrit dans son journal « Cela siffle et bourdonne de tous côtés. Les mitrailleuses crépitent et c'est à peine si l'on peut atteindre le poste d'observation. » Helleda mourra au combat en juin 1917, lors de l'attaque de son retranchement par les troupes italiennes. Quelques jours plus tôt, il écrivait encore « Viens-moi en aide, ô Dieu de miséricorde, aie pitié du pauvre pécheur que je suis.
Ce n'est qu'après la fin des combats que les vacanciers reviennent dans les Alpes. Les routes panoramiques sont particulièrement prisées, comme celle du Großglockner, tracée tout spécialement pour le tourisme et inaugurée en 1935. Les visiteurs s'épargnent ainsi des heures de montée à pied et accèdent sans effort à la montagne, même si les abruptes routes en lacets mettent souvent leurs automobiles à rude épreuve. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à une explosion du tourisme alpin, qui connaît depuis une croissance ininterrompue. C'est surtout en hiver que les visiteurs affluent. En 1954, il existait environ 500 km de pistes. On en compte aujourd'hui plus de 30 000, répartis sur plus de 600 domaines skiables. Certaines de ces stations souffrent toutefois d'un enneigement de plus en plus faible et ne survivent que grâce aux canons à neige. Les Alpes. Cette région présente aujourd'hui un visage plus varié que jamais au cours de sa longue histoire. L'homme a compris à quel point il fallait protéger ces montagnes et préserver leurs derniers paysages encore intacts. Vivre dans les Alpes n'est plus une question de survie. Au contraire, jamais cette région n'a attiré autant d'habitants et de visiteurs. Quand la nature la plus primitive épouse plusieurs millénaires de culture humaine, elle engendre le plus fascinant paysage de montagne qui soit en Europe.